Il y a un sujet qui m'énerve de plus en plus, c'est que l'on prend de l'argent dans la poche des caissières, de ceux qui travaillent dur dans les usines, de ceux qui travaillent dur à faire de la mise en rayon le matin dans les supermarchés, de ceux qui travaillent dur en faisant les éboueurs à 4 heures du matin. On prend de l'argent à ces gens-là pour le distribuer à un aréopage de gens qui ne le méritent pas forcément, et notamment dans la culture. J'ai souvent dénoncé, sur mon ancienne chaîne, Droma Economy, mais aussi sur celle-là, le fait que, eh bien, finalement, on subventionnait des films, on subventionnait des artistes, on subventionne même maintenant des youtubeurs, pas moi, mais on subventionne même maintenant des youtubeurs pour faire des choses que les gens ne vont pas voir, qu'ils ne regardent pas, qui ne les intéressent pas. En fait, on les force à payer pour des choses dont ils n'ont rien à faire. Et je me demande vraiment si c'est utile. Et donc j'ai vu là un article qui allait exactement dans mon sens. Et je me suis vraiment intéressé à cet article et je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'à un moment, il y en a marre que des gens riches prennent l'argent des gens pauvres, ou du moins que l'État fasse du Robin Hood inverse, qu'il aille piquer de l'argent aux pauvres pour le donner aux riches. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Financement du cinéma, le contribuable et le spectateur payent pour des films qu'ils ne voient jamais. Spectateur, vous allez voir, parce que même si, en tant que spectateur, même si vous n'allez jamais voir des films français qui vous saoulent au plus haut point, eh bien, vous payez quand même pour ça. Vous voyez, j'ai mis sur la vignette Guillaume Canet, le dernier film de Guillaume Canet, là, sur Astérix. Même si vous n'êtes pas allé le voir, et a priori beaucoup de gens ne sont pas allés le voir, même si vous n'êtes pas allé le voir et que vous êtes allé plutôt voir des films américains, eh bien, on a pris de l'argent sur votre billet d'entrée pour payer le film Astérix de Guillaume Canet. Est-ce que c'est vraiment normal? Est-ce que c'est vraiment normal? On va pouvoir voir ça. En fait, on vous prend de l'argent. Vous allez voir qu'on vous prend de l'argent dans tous les sens pour subventionner un cinéma qui ne marche pas. Et vous allez voir à quel point ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est des films que vraiment personne ne va voir. Astérix, il y a eu encore eu du monde qui allait le voir, mais relativement peu. Mais vous en avez d'autres où personne ne va. Je pense à un film de Bernard-Henri Lévy qui a fait 800 entrées. 800 entrées. Et tout ça, c'est payé avec vos impôts et avec les tickets de cinéma que vous dépensez. Est-ce que c'est normal? En 2021, par exemple, 31,8% du prix d'une place de cinéma était constitué de taxes, dont 21% uniquement par la taxe sur les entrées des salles de spectateurs cinématographiques, le TSA, directement affecté au CNC. Je me demande si vous saviez à quel point, en fait, on vous prenait de l'argent. Vous vous rendez compte que quand vous dites que le cinéma c'est trop cher, on dit tous que le cinéma c'est trop cher. On est d'accord, sauf quand on va dans des salles absolument exceptionnelles. Moi, le 4DX, les choses comme ça, bon, je suis pour. Mais, vous savez, le cinéma où votre siège bouge, où vous avez de l'air, de l'eau, des trucs, bon, j'ai vu des grands films là-dedans, c'est exceptionnel. Mais, en dehors de ça, quand vous allez dans une salle normale voir un film normal, oui, c'est beaucoup trop cher. Et ben, 31%, c'est des taxes. 31%, un tiers à chaque fois que vous donnez 9 euros, il y a 3 euros qui partent en taxes, dont 2 euros qui vont être là pour financer des films que vous n'irez jamais voir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et vous allez voir qu'on vous en prend en tant que spectateur, mais aussi en tant que contribuable. Est-ce que c'est normal? Si vous n'allez jamais au cinéma, est-ce que c'est normal que vous financiez le dernier film de Danny Boone, de Guillaume Canet, ou d'un gars, ou de Bernard-Henri Lévy, ou d'un gars totalement inconnu dont tout le monde se fout, et qui fait un film uniquement pour lui et ses copains? Est-ce que c'est normal? Vous savez, avant, il y avait cette vidéo, j'avais fait une vidéo là-dessus par rapport aux youtubeurs. J'avais montré que Cyprien, avant,
le CNC faisait des vidéos, il faisait déjà des courts-métrages avant le CNC, et que les courts-métrages de Cyprien avant le CNC et après le CNC, c'était quasiment autant de vues et quasiment autant de ratio de pouces-like. Donc c'était pas mieux après. La seule différence, c'est que c'était plus facile pour Cyprien de les subventionner. J'ai rien contre Cyprien, hein. C'est juste un exemple. Mais c'était plus facile pour Cyprien de trouver les subventions pour faire son film, son court-métrage. Seulement, il prenait l'argent à des gens qui sont beaucoup moins riches que Cyprien. Vous voyez, il prenait l'argent à la caissière de Monoprix, à l'éboueur qui le matin vient ramasser ses ordures pour faire ses films. Mais il faisait déjà les films avant, c'est-à-dire la seule différence, c'est que pour lui, c'était plus cool en fait. Mais est-ce que l'État est là pour rendre la vie plus cool à Guillaume Canet, à Danny Boone, à Bernard-Henri Lévy et à Cyprien, tout en la rendant moins cool puisqu'il paye à l'éboueur et ou à la caissière. Voilà. Encore une fois, rien contre Cyprien, hein, c'est juste un exemple que j'avais pris dans ma vidéo. J'avais aussi parlé du studio Bagel, je crois, à l'époque. Ou de Golden Moustache, je sais plus. Donc, c'est pas personnel du tout. C'est juste un exemple. Donc là, on repart sur le cinéma. C'est pas tout à fait... Mais voilà, ils font aussi pour YouTube maintenant. Depuis la fin des années 50 et la nomination d'André Malraux rue de Valois, le terme d'exception culturelle française s'est enraciné dans la société et dans l'esprit des élites. Il recouvre l'idée que la culture ne peut pas être assimilée à un bien marchand comme un autre et doit être protégée d'une culture mondialiste globale, massifiée et menaçante. Cette volonté de... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis pour que, enfin, notamment le cinéma, mais surtout ce qu'on appelle maintenant l'art, et les sculptures, les machins, ça devient quand même n'importe quoi, mais le cinéma, je suis pour que l'audience choisit en fait. Les gens choisissent ce qu'ils aiment voir et ce qu'ils n'aiment pas voir. Pour moi, il n'y a pas de raison. Cette volonté de préserver une identité culturelle a, par la suite, mené à quelques dérives pendant l'ère Jack Lang, qui a permis à un État culturel tout-puissant de financer à tout va des créations dont le moins que l'on puisse dire est qu'elles n'ont pas toutes suscité l'enthousiasme d'un public nombreux. Nous étions soudain très loin du Théâtre national populaire de Jean Vilar. Alors oui, excusez-moi, je reviens sur ce que j'ai dit. S'il faut subventionner la comédie française ou l'opéra, et que la comédie française et l'opéra vont faire des tournées pour que tout le monde puisse les voir. C'est-à-dire que si c'est pour subventionner l'opéra parisien où seule l'élite parisienne va, non. Maintenant, si l'opéra de Paris circule partout en province et qu'un pourcentage des places sont réservées à des gens qui n'ont pas les moyens, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est de la culture, il faut que ça se développe. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était pas du théâtre, c'est pas du cinéma, mais est-ce que vous vous rappelez ce plug géant, je suis en train de le chercher sur Internet pour vous le montrer, qu'on avait eu place Vendôme, à Paris. Voilà, je vais vous le montrer parce que c'est quand même très très beau et il faut le voir. Ça a été subventionné. Et c'est un plug anal géant qui a été place Vendôme à Paris. C'est de l'art, c'est de la culture. Est-ce qu'on doit vraiment me piquer de l'argent dans ma poche pour payer ça ? Et honnêtement, place Vendôme, des trucs comme ça, vous en avez eu pas mal. Je me souviens encore d'une encre rouillée à peu près de cette taille-là. Ça représentait une encre rouillée. Est-ce que vraiment les impôts de gens qui n'ont pas d'argent doivent partir
pour subventionner ça? Ou est-ce que le seul but, c'est de donner de l'argent à des copains, en nous le prenant dans notre poche, hein, bien sûr? Vous voyez, j'ai un petit doute. Il y a quelques mois, nous avons évoqué le dynamisme du modèle sud-coréen en création cinématographique, pour montrer que la vitalité du 7e art et son succès n'étaient pas nécessairement corrélés à l'ampleur de son financement public. Vous connaissez le nom du ministre de la Culture aux États-Unis? Il n'existe pas. Il n'y a pas de ministre de la Culture aux États-Unis. Pourtant, le cinéma américain est quand même relativement présent. Eu égard aux nombreux chiffres dévoilés, et a priori la Corée du Sud aussi, j'ai pas lu l'article, mais a priori la Corée du Sud aussi. Eu égard aux nouveaux chiffres dévoilés par un rapport du Sénat, il est désormais possible de mettre en lumière un secteur sous perfusion, dépendant de la collectivité et qui fonctionne au détriment du spectateur qui se retrouve être le payeur final. 31,2% du coût total des films produits proviennent de subsides publics sous différentes formes. On paye sur fonds publics 31,2% des montants des films français. Le total des sommes dépensées en 2021 par les pouvoirs publics dans leur ensemble pour l'invention des frères Lumière s'élève à 1,689 milliards d'euros, dont 747 millions d'euros de financement public direct et indirect, le reste étant constitué de prêts bonifiés. En 2022, le CNC assurait un soutien direct de 368 millions d'euros et les collectivités locales, la même année, 96 millions d'euros, de ce dernier chiffre ayant littéralement explosé depuis 2012, plus 39,6%. À cela, il faut encore ajouter les 60 millions d'euros investis. Oui, c'est bien millions, j'ai eu peur. Investis par France Télévisions et une dépense fiscale de 220 millions d'euros, dont notamment le crédit d'impôt cinéma, 160 millions d'euros, qui correspond à 44% des fonds apportés par les producteurs eux-mêmes. Feignant d'ignorer cette multiplicité d'interventions, le CNC estime que 7,9% de la production des films est issue de crédits publics, mais ne tient compte que de ceux qui sont déboursés par les collectivités locales et les siens propres. Comme nous le montre le graphique suivant, ce chiffre avoisine en fait le tiers du prix des films produits. Bon, je vous laisserai voir le graphique sur leur site. Encore faut-il ajouter d'autres interventions publiques, parce que ça ne suffisait pas. Je veux dire, on n'est pas déjà en train de dépenser des sommes folles. Essentiellement des prêts et des garanties accordés par l'IFCIC, Institut de financement du cinéma et des industries culturelles, et BPI France, respectivement 727 et 214 millions d'euros en 2021. Cet inventaire à la préfère ne serait pas complet s'il n'était pas mentionné des dépenses extraordinaires du plan de relance du gouvernement alloué au secteur, 266 millions d'euros. Au-delà du fait que la dépense publique constitue un problème dont les gouvernants seront bien forcés de se préoccuper un jour, et qu'il est plus facile d'opérer des couples dans la culture que dans les pensions des retraités, il faut noter la performance décevante des films les plus subventionnés. Et ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que qu'on subventionne des films qu'après vous allez voir, qui vous intéressent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Se dire, il n'y a pas assez, le marché français est trop petit pour vraiment financer un film comme celui comme Astérix de Guillaume Canet. On a un marché trop petit, mais on a intérêt à avoir des films comme ça. On va le subventionner. À la limite,
à la limite. Mais ce qui, moi, me concerne, c'est qu'en fait, ces films, on ne va pas les voir. C'est-à-dire qu'on paye. Vous voyez, c'est un peu comme le plug géant sur la place Vendôme. C'est-à-dire cet artiste-là, à qui il vend des produits si ce n'est à la mairie de Paris? Ou à l'État, je ne sais pas lequel des deux a exposé ça. À qui vend-il ses créations? Qui s'est promené sur la place Vendôme en disant « Ah, c'est génial. Ah, ce gros truc, ça me rappelle ce que j'ai dans les fesses, c'est merveilleux. » Vous voyez, personne. C'est-à-dire que là, c'est de l'argent qu'on distribue à des copains. Il faut être clair, c'est de l'argent que l'on distribue à des copains. Et dans le cinéma, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est du fric qu'on distribue à des copains. Parce que personne n'ira voir ce film. On va voir que les films dont on parle, là, qui sont très gros en subvention, personne ne va les voir. Est-ce que c'est normal? On me dit « Ah oui, c'est l'art, les grands cinéastes, etc. » Excusez-moi, mais la nouvelle vague, zéro subvention. Hein, la nouvelle vague française de cinéma, c'est fait Godard, pas de subvention. Pourtant, il était un peu connu, Godard. Pas de subvention. Prenons des très 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 grands. Hitchcock. Un génie. Combien en subvention? Pas de subvention. Prenons Tarantino. Un génie différent, plus moderne, mais un génie. Pas de subvention. Si vous prenez les grands génies du cinéma, là il y a un... excusez-moi... il y a un nom qui m'échappe, faut que j'aille chercher ça tout de suite. Stanley Kubrick. Pas de subvention. Pourtant, grand génie, Stanley Kubrick. Bon, je ne vais pas tous les passer. Malheureusement, ceux dont le nom m'échappe, je n'arrive pas à le trouver. Le plus grand génie du cinéma. Bon, tant pis. Écoutez, tant pis, je le trouve pas, je vais pas y passer des heures. J'essaie juste. Le plus grand réalisateur de tous les temps. Donnez-moi juste une seconde, je vous promets que je ne vais pas être long. Si vous avez une idée de très très grand réalisateur qui est mort maintenant, un mec, je suis désolé d'en parler comme ça, mais... Et je vais avoir l'air idiot parce que vous avez tous deviné de qui je voulais parler et que moi je ne l'ai pas en tête. Un homme gros, américain, gros, qui a une barbe. Orson Welles, voilà. Orson Welles. Mon Dieu, je cherche Orson Welles, vous vous rendez compte? Donc Orson Welles. Pas de subvention. Vous voyez, donc, ce n'est pas parce que vous mettez des subventions que vous allez créer des grands réalisateurs. Ceux que je vous ai cités là sont probablement les plus grands qu'on ait eu dans le cinéma. J'en ai cité des anciens, j'en ai cité un moderne. Et ancien, vous voyez, mais pas non plus Charlie Chaplin, vous voyez, c'est quand même plus récent que ça. Ils n'ont pas eu de subvention. Ils vous ont rien coûté. Pourtant, Orson Welles, Stanley Kubrick, Hitchcock, il n'y a pas à dire. C'est du très très grand réalisateur. Voilà, vous n'avez pas de subvention. Donc il n'y a pas besoin de subvention pour faire des grands réalisateurs. Je pense même que c'est contre-productif. Bon, allez, excusez-moi, on va continuer l'article. On va pas s'arrêter là-dessus. Vous allez voir quand le problème, c'est que cet argent est distribué à n'importe qui. L'année dernière, aucune production hexagonale n'a figuré dans le top 10 des films ayant attiré le plus de spectateurs. Aucune.
Si la fréquentation ne saurait être entendue comme un critère de qualité en soi, je ne sais pas. Il y a des films nuls qui ont beaucoup de spectateurs. On est nuls, enfin, tous discutent, mais avec peu de créations cinématographiques qui ont beaucoup de spectateurs. Des films brillantissimes qui n'en ont aucun, je ne suis pas sûr. La question de l'impact des subventions publiques à des films que personne ne va regarder doit tout de même se poser. Pour aller plus loin, il faut entrer plus dans le détail dans le système de financement du CNC. Vous savez, je répète, le film de BHL, où il y a eu, je crois, entre 8 et 900 spectateurs, est-ce qu'il fallait vraiment le subventionner? Les aides à la production et à la création, 130 millions d'euros cette année, se divisent entre des aides automatiques, dont 65% des 80 millions alimentent une rente pour 35 grosses sociétés de production comme Pathé, Gaumont ou TF1 Film Production, et aides sélectives qui, en gros, financent des petites productions qui sont, la plupart du temps, de véritables fours commerciaux. Entre 2012 et 2021, par exemple, 72 films en moyenne ont bénéficié de l'avance sur recettes, 25 millions d'euros par an, pour un nombre moyen d'entrées à peine supérieur à 100 000. C'est finalement le consommateur qui s'avère être le véritable perdant de ce modèle, puisqu'il paye pour des films qu'il n'ira jamais voir. En 2021, par exemple, 31,8% du prix d'une place de cinéma était constitué de taxes, dont 21% uniquement par la taxe pour les entrées de salles de spectacle cinématographique, la TSA, directement affectée au CNC. Dans le même temps, les frais de gestion de cet opérateur de l'État ont augmenté de 30% entre 2012 et 2022. Ben oui, quand vous créez une haute autorité ou le CNC ou n'importe quelle administration, il a tendance à augmenter les frais de gestion. Je vous aurais dit, l'administratif est un gaz. Il prend tout l'espace que vous lui donnez. Donc entre 2012 et 2022, plus 30% de frais de gestion. Votre argent est bien utilisé. Alors même que la gestion des taxes qui lui étaient affectées avait été transférée par l'exécutif avant qu'il ne fasse machine arrière à la Direction générale des finances publiques, ce qui aurait dû engendrer des économies de personnel. En somme, la présence maternante de l'État auprès du 7e art ne lui offre qu'un répit, lui permettant de financer à moyen terme, mais certainement pas de le rendre compétitif face aux grandes productions d'Hollywood, ni encore moins de tracer un chemin alternatif à la culture de masse. Je vais m'arrêter là parce que je crois qu'on a compris l'idée. Est-ce qu'il est normal que la caissière de Monoprix, que les boueurs, que le gars qui s'occupe de mise en rayon, que l'ouvrier finance comme ça des films que personne ne va voir? Personne. Est-ce qu'on devrait, par exemple, mettre un critère, par exemple la fréquentation du film? Dire que le CNC, en fonction de la fréquentation d'un film, va abonder. C'est-à-dire que vous avez une personne qui va le voir, vous avez, je sais pas, 2 euros. Vous avez 100 000 personnes qui va le voir, vous avez 200 000 euros. Et vous avez 1 million de personnes qui va le voir, vous avez 2 millions d'euros donnés par le CNC. Ça peut être une solution. Comme ça, on ne subventionnerait que les films que l'on va voir. Ou est-ce que, autre solution, on fait ce que moi je préconiserais, on ne donne rien à personne. Les gens doivent être rentables. Les films doivent être rentables. Si je suis un très grand artiste incompris et que personne ne va voir mes films, eh bien, j'adapte mon budget au fait que personne ne va les voir. Je trouve des mécènes. Je vais taper à la porte de M. Pinault. Je vais taper à la porte de M. Bolloré. Je vais taper à la porte de plein d'entreprises pour essayer d'avoir moi-même mes subventions et de pouvoir ainsi faire mon film.
sans racketter, parce que, ok, c'est du racket légal parce que c'est l'État qui prend l'argent, mais c'est quand même du racket, sans racketter la caissière de Monoprix. Je me débrouille. Est-ce que c'est pas vers ça qu'il faut aller? Et encore une fois, bah, vous voyez Truffaut, vous voyez Hitchcock, vous voyez Stanley Kubrick, vous voyez Orson Welles. Ce sont des génies du cinéma qui n'ont pas touché de subvention, qui ont mis en place leur statut de génie parce qu'ils étaient bons. Je suis désolé, je ne sais pas qui est l'artiste qui a fait ça. Je ne sais pas qui c'est. Je préfère pas le savoir d'ailleurs. Par contre, je sais qu'il est subventionné à mort par mes impôts. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.